14h sur BFM TV, bienvenue à vous si vous nous rejoignez. Nous sommes ensemble pour 3 heures d'information. Bonjour à tous, bonjour Benjamin. Bonjour Fanny, bonjour à tous. Et à la une de l'actualité de ce dimanche, à 3 jours maintenant d'une nouvelle phase du déconfinement, Olivier Véran était l'invité de BFM Politique. Le ministre de la Santé a indiqué que la situation sanitaire s'améliorait, mais le masque en extérieur restera obligatoire au moins tout le mois de juin. On en parlera dans un instant avec Alexis Cuvillier du service santé. Levée de restrictions également chez nos voisins espagnols. Dès demain, le pays recevra de nouveau des touristes du monde entier, oui, mais à condition d'être vaccinés. Nous retrouverons à Barcelone notre correspondante Aurélie Chameroy. C'est un petit parti, ce n'est pas grand-chose. Il n'a pas de grande personnalité, pas de grand projet. La charge de Bruno Le Maire contre le Rassemblement national. Marine Le Pen lui a répondu, évoquant notamment les régionales. Les détails à suivre avec Anne-Sora Dubois. Et puis aux États-Unis, Donald Trump se tournerait-il déjà vers la prochaine présidentielle de 2024 ? Une année que j'attends avec impatience, a-t-il déclaré lors de son premier discours télévisé depuis des mois. Les précisions à suivre de notre correspondante Pauline Simonet. Olivier Véran était donc l'invité de BFM Politique à la mi-journée. À 3 jours maintenant d'une nouvelle phase du déconfinement, le ministre de la Santé a indiqué que la situation sanitaire s'améliorait et il a aussi évoqué le port du masque en extérieur. Écoutez. Le port du masque en extérieur, il correspond à plusieurs situations avec des niveaux de risque différents. Et chacun peut comprendre que si je suis tout seul sur une plage, le masque ne va pas protéger les gens autour de moi puisqu'il n'y a personne autour de moi. Et au fond, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on porte le masque à l'extérieur, c'est davantage pour protéger les autres au cas où on serait nous-mêmes contaminés que pour se protéger soi-même. Donc vous avez des situations des grands espaces. Vous avez les situations où vous n'êtes pas forcément au bord de mer, mais vous êtes dans des parcs, dans des jardins ou dans des rues où vous allez croiser très peu de personnes. Ça, c'est un deuxième niveau de risque qui est un risque assez faible. Et vous avez un troisième niveau de risque qui est plus élevé, qui est je suis dans une petite ruelle où je fais la queue devant un commerce, où je suis amené à rentrer dans un commerce, à en sortir, etc., où le port du masque doit pouvoir rester un peu plus longtemps la règle. Ce qui est sûr, c'est que jusqu'à la fin du mois de juin, au cours du mois de juin, on ne se pose pas la question de relâcher au niveau national le port du masque à l'extérieur. Ce qui est sûr aussi, c'est qu'on ne demandera pas aux Français de porter le masque à l'extérieur un jour de plus que ce qui sera nécessaire. Et donc, on continue d'enregistrer une baisse de la circulation du virus, mais on se reposera la question pour l'été. Et les Français auront évidemment les réponses à leurs questions. Alexis Cuvillier du service santé BFM TV est avec nous. On le voit dans certains parcs. Parfois, on a nous-mêmes la tentation de le faire, de baisser le masque quand il n'y a personne autour. Et là, le ministre de la Santé le dit. En tout cas, ce ne sera pas pour le mois de juin du tout. Oui, c'est ça. En tout cas, pas immédiatement. Il dit pas au cours du mois de juin, même s'il laisse, c'est vrai, la porte ouverte à ce que cette obligation du port du masque soit levée peut-être dans les semaines qui suivront, peut-être cet été. Il dit quelques secondes plus tard sur le plateau de Jean-Baptiste Boursier qu'il pourrait y avoir des règles différenciées qui s'appuieraient sur les recommandations par exemple des autorités sanitaires ou sur les exemples de ce qu'on observe à l'étranger. Il dit qu'on en saura plus, les Français en sauront plus d'ici le début des grandes vacances. Ce qui est vrai, c'est que cette règle un peu trop uniforme de l'obligation du port du masque sur le territoire, elle a été contestée, remise en cause dans certaines régions. Un corpus de différentes études internationales estime que le risque de contamination extérieure est relativement faible. Les contaminations, elles représenteraient entre 0,5 jusqu'à 5% maximum de l'ensemble des cas, même si il faut faire attention sur ces études parce qu'on ne sait pas toujours quand est-ce qu'on a été contaminé lorsqu'on se déclare malade du virus. Les spécialistes alertaient aussi en disant que si on levait trop vite cette obligation du port du masque en extérieur, il y avait peut-être le risque que les comportements se relâchent, qu'on puisse oublier aussi de mettre le masque par exemple lorsqu'on est en terrasse ou lorsque l'on rentre dans un magasin. Il faut donc maintenir cette vigilance. C'était le sens des propos d'Olivier Véran tout à l'heure. Alexis, le ministre de la Santé a aussi évoqué le variant indien qu'on appelle désormais variant Delta. Oui, menace relative de ce variant Delta dans le sud-ouest avec notamment son identification dans le département des Landes. Olivier Véran a rappelé le travail d'enquête très approfondi des équipes pour remonter les chaînes de contamination dans ce département.
maintenant. Le directeur de l'ARS de Nouvelle-Aquitaine, qui était notre invité hier, nous a rappelé les chiffres. Il y a une 50aine de cas qui ont été identifiés, une 50aine de cas du variant Delta, autour d'une 15aine de foyers épidémiques. Pour autant, si l'on en croit le gouvernement, il n'y a pas lieu de paniquer. Le nombre de contaminations faible du Covid au niveau national, environ 8000 cas par jour, permet à l'assurance maladie de mener cette activité, de remonter en fait les chaînes de contamination et d'avoir cette capacité de traçage assez importante. L'incidence régionale en Nouvelle-Aquitaine, elle reste inférieure au taux national. Elle est de 67. Aujourd'hui, le taux d'incidence au niveau national, il est de 84. Même si les hausses des incidences dans les Pyrénées-Atlantiques et dans les Landes ont interpellé les autorités sanitaires, est-ce qu'il y a le risque de ces fêtes clandestines? On en a un petit peu parlé, de clusters en milieu scolaire. Le ministre de la Santé a employé l'expression de carte postale du virus, qui se rappelle au bon souvenir de ceux qui seraient tentés de relâcher trop vite la vigilance, notamment ceux qui sont primo-vaccinés. Beaucoup de médecins parlent de ce syndrome du vacciné, comme on l'a appelé, alors qu'il faut bien rappeler qu'on est pleinement protégé environ 15 jours après la deuxième dose de vaccin. Merci Alexis Cuvillier. Justement, la transition est toute trouvée puisque ces primo-vaccinés, pour le moment, ils ne sont que 41% des Français. Une dose au moins de vaccin contre le Covid leur a été administrée. Des chiffres de contamination ou d'hospitalisation qui, pour le moment, en tout cas, restent au plus bas depuis le mois de septembre dans la population. Avec l'arrivée des beaux jours, beaucoup s'accordent déjà plus de liberté avec les gestes barrières. Reportage à Bordeaux. Thibaut Grosse, Laura Lestrade. Prendre le soleil sur le gazon, profiter d'un bol d'air entre amis. Oisif, mais pas masqué. À Bordeaux, question geste barrière, on assume un certain relâchement. Ouais, bien sûr, je pense que les gens, ils ont fatigué de vivre sous la pression tout le temps. Et du coup, ils décident de se relâcher un peu. Et vous, personnellement? Aussi. Surtout avec la venue des beaux jours, c'est vrai qu'on étouffe un peu avec le masque. Et moi, je sais que ça a fait un petit moment que je me suis vraiment relâchée par rapport aux gestes barrières. Forcément, avec 23 degrés, le centre-ville est bondé. En plein déconfinement, le respect des gestes barrières reste tout de même la norme. Alors personnellement, je ne me relâche pas, je porte mon masque et beaucoup de gens le portent d'ailleurs. Beaucoup de gens le portent. On voit, les gens l'enlèvent vraiment que pour manger ou pour boire un coup. Mais en tout cas, nous nous sommes baladés pendant 2h30 et je dirais que 95% de la population portait son masque. Mais dans cette zone où le masque est obligatoire, une minorité a déjà oublié certains réflexes. Bon, là, je vais rentrer dans la foule, donc je pense que je vais le mettre. Mais j'arrive des quais où c'est aéré, les gens sont moins serrés. Donc c'est plus facile. Certaines villes moyennes ont déjà abandonné l'obligation de porter le masque en extérieur. Au niveau national, aucune date de levée de ces restrictions n'a pour l'instant été annoncée. Et J-3, donc avant la troisième étape de ce déconfinement mercredi prochain, nous allons encore un peu plus retrouver nos libertés et beaucoup se préparent pour cette étape importante. Clément Gauvin, Antoine Delcourt et François Luce. Mercredi, fini le couvre-feu à 21h, 2 heures de gagné et un sentiment de liberté retrouvé. Sortir, il fait beau, sortir, se balader, rentrer tranquillement, sans contrainte, sans rien, tranquille, sortir. C'est une très bonne nouvelle et je vais pouvoir aller faire mon jogging le soir à la fraîche. Moins de contraintes aussi pour les restaurateurs, avec la fin de la jauge pour les terrasses et la possibilité d'accueillir de nouveaux clients en intérieur, avec une jauge de 6 par table maximum. Il y a beaucoup de demandes, en fait, on attend un petit peu, on fait face aux réservations qui étaient déjà sur Internet, il y en avait beaucoup. On ne rattrapera jamais le retard de nos fermetures, malheureusement, mais en tout cas, on va essayer de travailler sereinement et dans la joie et la bonne humeur. De la joie, les amateurs de sport en auront sûrement, avec la réouverture des piscines et des salles, avec une jauge limitée et un protocole sanitaire strict après 9 mois de fermeture. En premier lieu, il y a la jauge à 50%. On a donc la capacité de la salle est divisée par 2. Ensuite, là, on a fait passer depuis 3 semaines vraiment toutes les équipes de maintenance, en particulier sur tous les circuits d'aération, de climatisation, etc., pour assurer une qualité de l'air vraiment parfaite. Et puis évidemment, le gel hydroalcoolique, les masques en dehors de la pratique sportive. Voilà, tout est mis en place pour que la pratique puisse se réaliser en toute sécurité. Autre allègement, les lieux de culture et enceintes sportives pourront accueillir jusqu'à 5000 visiteurs.
On traverse la frontière puisque l'Espagne s'apprête à ouvrir ses frontières aux touristes, elle aussi, mais ça commencera un peu plus tôt que nous, c'est dès demain. Aurélie Chameroy, vous êtes notre correspondante à Barcelone. À partir de demain, donc, tout étranger vacciné, on le précise bien, pourra passer les frontières du pays sans devoir présenter donc un test PCR négatif. Voilà exactement, une mesure forte pour envoyer un message fort au tourisme international. Le gouvernement espagnol et le secteur touristique pensent que l'Espagne peut faire une belle saison estivale, notamment parce que les Européens ne feront pas encore de grands voyages cet été et qu'ils vont certainement privilégier l'Europe du Sud. L'Espagne veut être en tête de ces pays de l'Europe du Sud cet été pour faire redécoller rapidement son tourisme qui pèse 15% de sa richesse nationale. Alors le secteur touristique, lui, est déjà prêt. C'est le secteur qui embauche le plus depuis ces 3 dernières semaines. Un hôtelier que j'ai rencontré ce matin m'expliquait qu'il avait réincorporé cette semaine pratiquement tout son personnel qui était en chômage partiel et qu'il envisageait prochainement d'embaucher des saisonniers. Alors si les professionnels du tourisme sont ravis, les habitants un peu moins, notamment ici à Barcelone. La pandémie avait stoppé net le tourisme de masse, mais comme on le voit déjà depuis à peu près un mois avec la fin de l'état d'urgence, le tourisme revient progressivement dans la capitale catalane qui n'a rien perdu de son attrait et qui fera très certainement le plein cet été. Merci beaucoup Aurélie Chameroy, donc la correspondante de BFM TV à Barcelone. La politique à présent avec cette violente charge ce dimanche de Bruno Le Maire contre le RN chez nos confrères d'Europe 1. Pour le ministre de l'économie, placer le Rassemblement national au centre des débats est une erreur. On l'écoute. La montée du Front National, pour moi, elle s'explique très largement par les difficultés qu'ont rencontrées les Français. C'est un symptôme, le Front National. Ça n'est certainement pas une solution. On rend service au Front National, on le diabolise. Vous ne voulez pas répondre. Le Front National, ça n'est pas grand-chose. Ça n'est pas grand-chose. Non, ça n'est pas grand-chose. Ça n'est pas un grand parti, ça n'est pas des grandes personnalités, ça n'est pas un grand projet pour le pays, et ça n'est aucune des solutions dont la nation française a besoin. Le Rassemblement national, un symptôme, pas un grand parti. Anne-Sophie Dubois du service politique BFM TV. Pourquoi Bruno Le Maire déclare-t-il cela de cette manière? Mais c'est un peu comme Gérald Darmanin qui qualifiait Marine Le Pen de molle. L'idée, c'est d'affaiblir, de minimiser la portée, la puissance du Rassemblement national en France. Il faut quand même dire que c'est une stratégie qui divise dans les rangs de la majorité. Certains considèrent au contraire que c'est une erreur de qualifier le Rassemblement national ainsi, que ça en diminue le danger aux yeux de l'opinion. En un mot, que ça fait le jeu du Rassemblement national et de sa dédiabolisation. Très longtemps d'ailleurs, l'écrasante majorité de l'entourage d'Emmanuel Macron a au contraire présenté Marine Le Pen comme une adversaire redoutable contre laquelle il fallait faire barrage en vue de 2017. Donc c'est une stratégie un peu fluctuante. En tout cas, entre-temps, Marine Le Pen a répondu à Bruno Le Maire en utilisant sa meilleure arme, c'est-à-dire celle des régionales à venir. Voilà ce qu'elle déclare. La République en marche enregistrera les pires résultats de l'histoire des élections régionales pour un parti au pouvoir. Nous, dans les études d'opinion, nous sommes premiers ou seconds dans toutes les régions, ce qui prouve que nous sommes un grand mouvement populaire, contrairement aux accusations du ministre de l'économie. En clair, pour Marine Le Pen, pour les régionales, quoi qu'en dise Bruno Le Maire, il n'y a pas de nuages à l'horizon. Alors Marine Le Pen a un autre problème, il s'appelle Éric Zemmour. Et oui, parce que d'une élection à l'autre, effectivement, la météo change un peu. Donc pour les régionales, pas de nuages. Pourtant, après les régionales, eh bien, on va rentrer dans la campagne pour l'élection présidentielle, interrogée sur la possibilité d'un troisième homme ou d'une troisième femme. La présidente du Rassemblement national a glissé sur le cas d'Éric Zemmour, interrogé sur une possible candidature de l'éditorialiste. Écoutez sa réponse. Je suis profondément attaché à la démocratie. Tous ceux qui veulent se présenter avec les conditions qui sont posées par la Constitution doivent pouvoir le faire. Est-ce que vous y croyez? En tout cas, ça ne me pose, encore une fois, qu'une interrogation. C'est quel est l'intérêt de cette candidature? Objectivement, c'est une candidature qui peut aider, en réalité, Emmanuel Macron à arriver en tête aux élections présidentielles, ce que les sondages ne lui accordent pas pour l'instant. Donc vous lui dites... Éric Zemmour, vous êtes un éditorialiste et un écrivain respecté et écouté. N'affaiblissez pas, même un tant soit peu, n'affaiblissez pas le camp national auquel je sais vous êtes attaché.
Et voilà, donc ce qu'on peut en déduire de cette phrase de Marine Le Pen, c'est d'abord que Marine Le Pen et Éric Zemmour se sont vus, que la présidente du Rassemblement national prend au sérieux cette possible candidature d'Éric Zemmour à la présidentielle et l'influence aussi que cette candidature pourrait avoir sur la sienne. Tout est dans ce mot affaiblir, cette candidature qui pourrait donc affaiblir, dit-elle, le camp national auquel il est attaché. On est dans la stratégie inverse de celle de Bruno Le Maire, qui d'ailleurs ne marche pas vraiment mieux, le présenter comme un adversaire sérieux. Est-ce que c'est la bonne stratégie? Ça montre aussi sa puissance. Donc on a clairement deux options: présenter un compétiteur comme inoffensif pour l'affaiblir, ou présenter un compétiteur comme dangereux, quitte à le présenter comme influent. Visiblement, ni La République En Marche ni Marine Le Pen n'ont à ce stade choisi encore leur stratégie. Affaire à suivre. Merci Anne-Sora Dubois. Retour à présent sur cette autre actualité, cette panne des numéros d'urgence cette semaine. 5 décès pourraient être liés à cela, et notamment celui de cet homme de 76 ans, mercredi, mort en Haute-Saône. Cet agriculteur retraité a fait un malaise. Il a composé 4 fois le numéro 18 en vain. Oui, elle a alors contacté sa sœur qui a donné l'alerte en se rendant sur place. Les pompiers l'ont rejoint mais n'ont pu réanimer le septuagénaire, la sœur de cet homme qui s'est confiée à BFM TV. Guillaume Barqui, Lisa Adef et Quentin Trigodet. Nous sommes en milieu d'après-midi ce mercredi quand Pierre, 76 ans, appelle les pompiers car il ne se sent pas bien. Sa sœur Ginette nous raconte pas de réponse au bout du fil pendant plusieurs minutes. 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Vous êtes bien chez les pompiers, on va donner suite, mais ça coupait comme si c'était occupé. Il m'a appelé. Il me dit, écoute, je me sens pas bien, est-ce que tu peux venir? Bon, il me dit, essaie-toi. Ah ben là, ce coup-là, il y a bien eu 3 quarts d'heure. Hein. Ginette finit par réussir à contacter les pompiers qui arrivent en quelques minutes. Ils ont eu fait beaucoup de soins et puis qu'ils ne pouvaient pas le ranimer. Le SAMU est arrivé, bon, ils ont encore tenté. Et puis, quand il est trop tard, hein, malheureusement. Ben, il y a de la colère, il y a des regrets. Puis, on imagine beaucoup de si, mais avec des si, on va pas bien loin. Ce n'est que le lendemain que Ginette apprend que les numéros d'urgence ne fonctionnaient plus la veille. Rapidement, elle fait le lien avec la mort de son frère. J'ai dit, ben, putain, si son départ est dû à ça, au siècle où on est, c'est tout de même un peu navrant. Le chef des pompiers, là, il était démoralisé le soir. Il dit, c'est pas possible, il y a un bordel comme ça. L'autopsie a confirmé que le frère de Ginette était décédé d'un arrêt cardiaque. Cet ancien agriculteur à la retraite n'avait aucun problème de santé en particulier. C'est une scène incroyable à présent que nous souhaitons vous montrer, à laquelle ont assisté il y a quelques semaines des habitants de Butry-sur-Oise, dans le Val d'Oise. Une femme armée d'un fusil à long canon, vous le voyez, déambulant en pleine rue et menaçant les forces de l'ordre qui ont longuement dialogué avec elle, malgré ses propos jugés incohérents. Alors finalement, après de longues minutes, l'un des gendarmes passé par chez un voisin a réussi à la neutraliser avec beaucoup de sang-froid. Vous allez le voir sur cette image. La vidéo a été très vue et commentée sur les réseaux sociaux. En l'espace de quelques semaines seulement, les attaques de forcenés en cavale se sont multipliées en France. Certains experts s'en inquiètent et y voient un effet de la crise sanitaire. Lisa Adef. Madame, vous restez en place, vous lâchez ce fusil. Cette femme est armée en pleine rue et ne semble pas être en possession de tous ses moyens. Ses échanges avec les forces de l'ordre sont décousus. Mais est-elle consciente de son acte ou a-t-elle perdu le contrôle ? L'absence de contacts sociaux, l'absence d'avenir, la détresse sociale, psychiatrique pour certains, économique, a pu effectivement accentuer un sentiment de désespoir, de détresse, et qui peut pousser à une forme d'angoisse qui se résout paradoxalement dans des passages à l'acte. Enfin voilà, il y a un gros phénomène à prendre en compte là. Les cas se multiplient. Plusieurs hommes lourdement armés ou encore retranchés en pleine forêt. En 10 jours, la liste s'allonge. Comme si exprimer sa colère au point de la laisser virer au drame se banalisait. Il y a l'effet contamination-contagion, parce qu'il y a une médiatisation, alors c'est pas du tout pour contester la médiatisation, mais qui fait que les personnes vont s'identifier des personnes fragiles sur un plan psychologique, qui sont en souffrance psychologique et qui vont effectivement reproduire les mêmes aspects, qui vont reproduire les mêmes actes, les mêmes passages à l'acte. Sans avancer de chiffres, le GIGN déclare intervenir plus souvent sur des cas de forcenés.
L'horreur à l'étranger, à présent au Burkina Faso, qui a connu des violences sans nom. Dans la nuit de vendredi à samedi, le nord du pays a été frappé par 2 attaques, dont l'une a fait au moins 138 morts, dont 7 enfants. C'est l'attaque la plus meurtrière au Burkina Faso depuis 2015. Oui, ces attaques ont été commises dans la zone dite des 3 frontières entre Burkina, Mali et Niger, régulièrement ciblées par des assauts meurtriers de djihadistes présumés liés à Al-Qaïda et à l'État islamique. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, s'est dit indigné. Les assaillants, eux, n'ont pas été identifiés. Aux États-Unis, Donald Trump a donné hier son tout premier discours télévisé depuis des mois lors de la convention du Parti républicain de Caroline du Nord. L'ancien président américain entretient le suspense sur une nouvelle candidature en 2024. Année que j'attends avec impatience, a-t-il déclaré. Les précisions de Pauline Simonet, notre correspondante à Washington. Donald Trump est de retour sur la scène politique, de retour en campagne électorale, mais on avait un peu l'impression d'entendre un disque rayé. Plus de 6 mois après la présidentielle, l'ancien président a entonné sa rengaine habituelle. L'élection a été truquée et c'est lui, en fait, qui serait le vrai vainqueur, a-t-il lancé, avant de promettre de se battre aux côtés des Républicains pour les législatives de 2022. Il fera tout pour récupérer ce pays, dit-il, qui n'a jamais été aussi mal géré. Et pour la présidentielle de 2024, eh bien là, il faudra encore un peu patienter. Pas d'annonce officielle, mais l'ancien président caresse de plus en plus clairement l'idée d'être candidat. Ce sera une année très très importante pour moi, a lancé Donald Trump. Vêtu de son habituel costume bleu et de sa cravate rouge, il a beaucoup parlé de lui avant de s'attaquer au gouvernement Biden, qualifié de socialiste, d'extrême gauche, qui veut augmenter les impôts et qui laisserait des hordes de migrants illégaux et criminels déferler sur le territoire américain. Banni des réseaux sociaux, suspendu de Facebook pour 2 ans, Donald Trump dénonce la censure dont il serait victime et il promet d'enchaîner les meetings géants de campagne pour faire renaître, dit-il, l'Amérique de ses cendres. Les sports à présent avec du foot. RMC Sport confirme les informations de la presse italienne, néerlandaise et catalane qui s'accordent à dire que le transfert de Jorginho Wijnaldum au Paris Saint-Germain n'est plus qu'une affaire d'heures désormais. Le milieu de terrain hollandais de Liverpool sera bientôt un joueur parisien. Il va s'engager pour une durée de 3 ans. 14h21 tout pile à suivre sur BFM TV, notre document consacré aux mortiers d'artifice. Ils sont de plus en plus souvent utilisés contre les forces de l'ordre. On vous en parle dans quelques petites minutes. À tout de suite. Volkswagen. Pendant les instants décisifs, jusqu'à 1 000 € additionnels d'équipement offert sur des véhicules disponibles immédiatement. Le coupe-bordure sans fil 20 volts Parkside vous permettra de désherber les endroits difficiles d'accès en toute simplicité grâce à sa tête rotative et son angle de coupe réglable. Il est idéal pour vos travaux de finition et vous offrira un jardin propre et soigné. Coupe-bordure sans fil 20 volts Parkside, 49,99 €. Dès jeudi, en exclusivité chez Lidl. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Tout ce que Glastin peut faire pour votre véhicule. Plus de 70 centres en France. Rendez-vous sur glastin.com. Je ne vous ai jamais parlé de Claudine? La voici. Quelle personnalité, Claudine. À la fois naturelle, spontanée. Tenez, regardez-la. Quand je vous disais qu'elle était surprenante. Sacrée Claudine. Elle est libre, Claudine. Avec Piasclédine. Piasclédine. Traitement qui aide à libérer votre mouvement. Piasclédine 300. Traitement symptomatique à effet différé de la gêne fonctionnelle et de la douleur de l'arthrose du genou. Tout médicament peut exposer à des risques. Parlez-en à votre pharmacien. Economically sexy. Nouvelle Fiat Cross.
À partir de 16 290 € sans condition, garantie 10 ans et crédit 1,9%. Il suffisait d'y penser. Fiat. Y'all don't hear me. 6'6" piston, tiptoe kiss 'em, cat call kittens, whole milk licking, see my vision, rainbow smitten, nobody safe, nobody, you and you and you and you can be my lover, 'cause love looks better in color, love looks better in color. Nous, les amoureux, on voudrait nous séparer, on voudrait nous empêcher d'être heureux. Conduire devrait toujours faire cet effet-là. Nissan Juke, le crossover coupé équipé des technologies Nissan Connect. Découvrez les séries limitées Micra et Juke Enigma chez votre concessionnaire Nissan. Rendez-vous pendant les portes ouvertes du 11 au 13 juin. Avec l'appli Ada, une voiture tout près de chez moi et on roule juste toi et moi. Avec l'appli Ada, mon smartphone devient la clé et ma famille est en sécurité. Avec l'appli Ada, je loue sans contact et sans agence. De jour comme de nuit. Téléchargez l'appli Ada, louez et partez en toute sécurité. Ada, ça roule pour moi. Aujourd'hui, je vis en Haute-Savoie. Où t'as appris qu'on mange du reblochon même l'été. Sacrée découverte. Mon reblochon, je l'aime en toute saison. Découvrez mes idées gourmandes sur reblochon.fr. Vendezvotrevoiture.fr. Combien vaut votre voiture? Entrez les informations de votre voiture sur vendezvotrevoiture.fr et recevez le prix de vente final sans vous déplacer. Prenez ensuite un rendez-vous de reprise et vendez votre voiture au prix annoncé. Je recommande pour une vente simple et sans souci. Rendez-vous maintenant sur www.vendezvotrevoiture.fr. Certains se font une idée particulière des véhicules hybrides. Ils s'imaginent tout et n'importe quoi. Et pourtant, il y a déjà 17 millions de conducteurs d'hybrides Toyota à travers le monde. Roulez avec votre temps. Pendant les Happy Hybrid Days, repartez dès maintenant avec votre Toyota CHR hybride à partir de 219 € par mois, entretien inclus. Oui, tout à fait. Bien sûr. Vous avez passé une bonne journée? Plutôt calme. J'ai vu ça, oui. B-Box Fibre avec Wi-Fi 6. Profitez du meilleur des Wi-Fi partout dans la maison. On est fait pour être ensemble. Bouygues Télécom. Trop chaud? Ventilez votre intérieur en regardant la météo avec le purificateur d'air Dyson. Et globalement, c'est un très beau dimanche sur de nombreuses régions. L'anticyclone revient par l'ouest. Regardez, ici sur la plage de Saint-Jean-de-Mont en Vendée, une journée très agréable. Et puis les éclaircies gagnent du terrain également jusque sur l'Île-de-France. On a une belle journée également avec malgré tout un petit peu plus de passages nuageux. Alors on va découvrir l'évolution de tout cela pour ces prochaines heures. Donc actuellement, c'est de belles éclaircies sur les 3/4 du pays, mais on le voit sur cette animation satellite, on a un petit peu plus de passages nuageux le long des côtes de la Manche et également sur les régions les plus à l'est avec encore
une petite averse à caractère orageux. Et on aura quasiment le même type de temps pour la journée de demain. Au lever du jour, de la grisaille près de la Manche, de la brume également. Et puis toujours ces nuages un peu plus nombreux sur le centre-est, les régions de l'Est. Partout ailleurs, la matinée sera ensoleillée. Et elle va le rester puisque les éclaircies auront même tendance à gagner du terrain. Alors on aura toujours quand même dans le courant de l'après-midi cette instabilité qui va se renforcer un petit peu sur les reliefs essentiellement de l'Est et localement des orages forts, notamment sur les Alpes du Sud. Ils épargneront vraiment la frange méditerranéenne. Un coup d'œil à vos températures pour demain matin. Des valeurs qui seront toujours très contrastées au réveil. Elles seront comprises entre 9 et 19 degrés. 9 degrés à Aurillac, 14 à Paris, il fera 19 à Perpignan. Et dans le courant de l'après-midi, eh bien, les valeurs commencent tout doucement à remonter sur les régions du Nord. Alors 20 degrés seulement à Brest, mais 26 à Paris, tout comme à Bordeaux. Et il fera jusqu'à 30 degrés. Et encore, ce sera du côté de Marseille. Une très belle semaine nous attend avec des températures qui ne vont cesser de grimper également jusqu'au week-end prochain. C'était la météo avec Dyson. Ventilez votre intérieur avec le purificateur d'air Dyson. 14h30 sur BFM TV. Bienvenue si vous nous rejoignez à la une de l'actualité, cette nouvelle phase de déconfinement mercredi, mais sans abandonner le masque. Invité de BFM Politique, le ministre de la Santé a déclaré que son port restera obligatoire à l'extérieur durant tout le mois de juin au moins, et ce malgré la régression de l'épidémie de Covid-19. C'est un petit parti, ce n'est pas grand-chose. Il n'a pas de grande personnalité, pas de grands projets. La charge de Bruno Le Maire contre le Rassemblement national. Marine Le Pen lui a répondu, évoquant notamment les régionales. Sénas, Saint-Étienne-le-Lot, Emerinville, La Chapelle-sur-Erdre. Comment expliquer les nombreuses violences avec armes commises récemment? Fait très rare, une femme s'ajoute à la liste de ces forcenés. Il y a quelques semaines, les forces de l'ordre l'ont neutralisé à Butry-sur-Oise. Nous vous montrerons ces images incroyables dans ce journal. Et puis aux États-Unis, Donald Trump se tournerait-il déjà vers la prochaine présidentielle 2024? Une année que j'attends avec impatience, a-t-il déclaré lors de son premier discours télévisé depuis des mois. Les précisions à suivre dans quelques instants de notre correspondante Pauline Simonet. Mais avant de revenir sur ces titres de l'actualité, nous vous proposons à présent une enquête long format consacrée aux mortiers d'artifice. Ils sont de plus en plus souvent utilisés contre les forces de l'ordre et les vidéos spectaculaires se sont multipliées ces dernières semaines sur les réseaux sociaux. Et plus 44% de tirs à Paris et en proche banlieue depuis le début de l'année. Nous avons rencontré des jeunes qui racontent comment et pourquoi ils utilisent ces outils très dangereux contre les policiers. C'est une enquête 7 jours BFM signée Romain Poiseau et Hugues Dugé. C'est devenu un nouveau phénomène pour s'en prendre aux policiers. Les mortiers aujourd'hui, c'est une bonne arme. Parce qu'on peut être de loin, à 30 ou 50 mètres, sans qu'ils nous voient. Et ça fait des impacts de fou. Les mortiers d'artifice. Attention le véhicule! C'est la rage qui parle. Ah, franchement, je te cache pas, on gère pas la distance, hein, on envoie, on fume. Attention! Je poursuis là-bas, attention! Des attaques souvent spectaculaires. Comme ce commissariat visé à Champigny-sur-Marne, en banlieue parisienne, le 10 octobre 2020. Des policiers en patrouille pris pour cible. Reculez! Voiture! Et des adolescents, très souvent, inconscients du danger. T'allumes et c'est fini. C'est les 8 coups qui partent direct, les uns après les autres. Tu tends ton tube et c'est fini. Tu vises où tu veux, qui tu veux. Sur les 3 premiers mois de l'année, les tirs de mortiers d'artifice ont augmenté de 44% à Paris et proche banlieue. Le feu d'artifice, nouvelle arme anti-policier, quand ce qui est censé divertir est détourné de sa fonction pour parfois blesser grièvement. J'ai vu le feu ici et je me suis dit ah ouais, c'est la fin du monde en fait. C'était le 13 juillet 2020, dans une cité réputée tranquille à Montreuil. Il est 2h du matin, Julien rentre chez lui avec ses parents, il assiste à un guet-apens contre les forces de l'ordre. C'est ce soir-là où une voiture a été brûlée ici. Il y a les pompiers qui sont venus pour éteindre.
Et quand ils étaient en train d'éteindre avec les jets d'eau, ils se sont fait tirer dessus avec des mortiers et avec des cailloux, surtout avec des mortiers. Ils ont appelé la police pour que ça s'arrête. Les feux d'artifice, c'était à peu près une cadence de toutes les 2-3 secondes qui explosait ici, quoi. Ils étaient vraiment une dizaine, avec souvent un dans chaque main, ou alors un tir comme ça. Puis ça tirait, ça visait les gens. Ça visait les gens. C'était pas pour faire peur, c'était vraiment pour toucher. Ce soir-là, les forces de l'ordre arrivent à proximité de la cité. Clément, policier à la brigade anticriminelle depuis 10 ans, était sur place. Il a accepté de raconter cette nuit de violence. C'était une pluie de mortiers, ça arrivait de partout. On entendait les impacts sur les carrosseries des voitures, sur les panneaux de signalisation. On a fait une progression avec notre casque. On a réussi à rentrer dans la cité pour les repousser pour que les pompiers puissent travailler correctement. Des riverains filment la scène. Les policiers progressent jusqu'à l'entrée d'une cage d'escalier. Ils sont morts. À l'intérieur, des jeunes se filment en train de lancer des bombes de mortier. On a guetté soldat. 3 policiers sont blessés, dont Clément. J'étais complètement ouvert et j'avais un trou en dessous de la bouche. Il était à une dizaine de mètres de moi. Moi, j'étais un petit peu en contrebas. Et là, il m'a dit « Tiens, sale bâtard, je vais te niquer ». À moins de 10 mètres, il m'a lancé un mortier. Je regardais en l'air, j'ai reçu un impact au niveau du menton. Et moi, ça m'a surpris, c'était vraiment très précis. Franchement, en plus, il tirait en tir tendu. Donc, c'était vraiment... je l'ai reçu en pleine balle, quoi, le truc. Les médecins m'ont dit, si vraiment il avait explosé au moment de l'impact, je pense que j'ai plus le mâchoire. Donc ouais, je pense que beaucoup de collègues et moi-même, je pense qu'on redoute ça quand même. Et qu'ils se rendent compte qu'ils peuvent tuer. On a retrouvé l'un des jeunes qui a participé à ce guet-apens contre les forces de l'ordre. Il s'est même filmé ce soir-là. Il s'appelle Adil, il a 22 ans et il n'a pas choisi cette date au hasard pour attaquer les policiers. Il assume pleinement leur avoir tendu un piège. 14 juillet, c'est simple, hein, on est là, on a chargé les outils, on les attendait. Hein. On les attendait, on commençait à brûler les poubelles, la montée d'adrénaline, voilà, les pompiers qui arrivent, la police qui arrive par la suite. C'est la rage qui parle. 14 juillet, il n'y a plus de limite. Hein. On se regarde tous dans les yeux, on se dit c'est mort, on ne recule plus. Voilà, c'est le moment, c'est tout. On peut pas. Et nous, on veut pas tuer. On n'est pas des tueurs, nous. Chez nous, on tue pas. Mais on veut juste rendre l'appareil. Adil se dit régulièrement victime de violences policières, d'insultes racistes. Alors, une fois dans l'année, le 14 juillet, il achète des mortiers d'artifice et s'en prend aux forces de l'ordre pour, dit-il, prendre sa revanche. Déjà, on va pas se mentir, il y a une montée d'adrénaline, on kiffe. Mais ensuite, il y a de la haine. Il y a de la haine, on peut pas s'en cacher. On se fait taper dessus pour un rien. Tous les jours. Hein. Et ça rentre dans le cerveau et à un moment, t'as de la haine qui se crée tout seul. Tu sors dehors, on t'attrape. Ouais, tu fais quoi dehors, sale nègre? Tu vas répondre quoi, ça? 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois? Qu'est-ce que tu veux répondre? Adil est étudiant. D'autres sont lycéens ou salariés. Certains sont pères de famille. Ils affirment tous partager cette colère envers les forces de l'ordre. Faites ce que vous voulez, continuez à nous insulter. De toute façon, on a l'habitude, on encaisse. On vit ça depuis toujours, depuis des générations. C'est triste à dire, mais on a appris à vivre avec, en fait. Tous connaissent très bien aussi le fonctionnement, le mode d'emploi d'un mortier d'artifice. Un outil qui leur permet de tirer de loin, à distance des policiers. Moi, de là, je peux allumer qui je veux de là-bas. 50 mètres normal, voire plus. 50 mètres normal. Et ce qui est bien, c'est que tu peux te cacher. Tu peux te cacher, on ne te voit pas. Aujourd'hui, tu as des tubes carrément, tu as 8 mortiers directement alignés. Tu allumes et c'est fini. Hein. C'est les 8 coups qui partent direct, les uns après les autres. Tu vois ce que je veux dire? Ça coûte pas cher, c'est efficace et voilà. Enfin, quand je dis c'est efficace, par rapport à ce qu'eux ils ont, c'est efficace. Je sais que ça peut commettre de graves blessures, mais par rapport au flashball, ça n'a rien à voir. Ces mortiers sont normalement utilisés par des professionnels de l'artifice, ayant un certificat de qualification, comme Guillaume Lecoq. Un mortier, c'est un tube
dans lequel on va introduire une charge. On introduit ce qu'on appelle la bombe dedans. Elle est prête à être tirée, soit par un allumage type briquet, soit on met un allumage électrique quand on est un professionnel. La difficulté pour les contrevenants, c'était d'avoir à recharger le tube. Ils ont commencé à acheter ce qu'on appelle des chandelles, d'accord, qui sont en fait la même chose en plus petit. Donc là, on est sur du 30 mm, mais qui est chargé 8 fois à l'intérieur. Donc ça veut dire qu'ils peuvent utiliser 8 coups d'affilée en allumant une seule fois contre les forces de l'ordre. Ils le prennent en tir tendu, en le bloquant très souvent dans le creux du coude. Du matériel extrêmement dangereux s'il est détourné de son usage. Vous avez ni plus ni moins qu'une arme dans les mains, du même type que vous pouvez avoir un fusil avec un projectile. C'est une balle qui part. Même si sa forme n'est pas faite comme une balle ou un obus pour perforer. Donc il va être moins agressif sur vous, mais voilà, il va vous faire un trou, il peut vous enlever un doigt, voilà, vous pouvez avoir des séquelles graves. Mais alors, comment faire face à cette nouvelle menace? Quand je suis rentré dans la police, c'était les boules de pétanque. Et là, maintenant, on est passé au mortier. C'est un fléau, oui, clairement. Comment les policiers peuvent-ils se protéger? Nous avons accompagné une patrouille de police secours à Sarcelles, dans le Val d'Oise. Jean-Louis a 30 ans de métier dans la police. Lui et ses hommes sont en première ligne, les premiers sur place, exposés et selon lui sous-équipés. On est équipé pour se protéger des éventuels projectiles qu'on pourrait recevoir. Maintenant, on n'a pas de tenue inifugée, on n'a pas de tout ça. On n'a pas de protection, si vous voulez, miracle. Un mortier, ça reste... Enfin, le mot est peut-être un peu fort, mais ça reste un bazooka. C'est comme un bazooka, comme un lance-missile, comme un tout ce que vous voulez. Un mortier, ça reste un objet à propulsion qui projette un objet incendiaire explosif. Donc on est nord-africain, 1m80, casquette noire, sang noir, jogging noir, tout est noir en fait. Lors de ce contrôle de routine, au milieu d'une cité... Allez, petit contrôle qui va bien. Les policiers sont aux aguets. Là, on regarde un peu les fenêtres, surtout en sortie de hall. Et après, on regarde un peu partout, au niveau du square, même au niveau du parking aussi. Le risque d'un tir de mortier est omniprésent. Si nous, on reste un peu trop sur une intervention ou si on est trop visible, si on est en statique par rapport à un contrôle, ça peut exciter les personnes avec leur mortier, quoi. Là, on part sur un potentiel départ de feu sur un véhicule. Soit, effectivement, c'est un départ de feu accidentel, soit c'est un départ de feu provoqué avec potentiellement des jeunes qui nous attendent à l'arrivée. On va arriver dans les pavillons derrière les bergers. Finalement, cette nuit-là, il n'y a pas eu de tir de mortier d'artifice. C'est parfaitement aléatoire. Alors ça peut être un triste anniversaire d'un accident d'un gamin où la police a été mise en cause. On est quasiment certain à 80% qu'il y aura du tir de mortier. Ça peut être le 14 juillet ou le 15 août ou le 31 décembre, la Saint-Sylvestre. Ils sont tout de suite dans l'ultra-violence. Comme ce 24 avril 2021 à Trappes, suite à l'interpellation d'un jeune qui habite dans ce quartier. Pour protester, ses amis tirent plusieurs mortiers d'artifice. Les policiers réagissent en utilisant leur LBD, autrement dit le flashball. Selon eux, c'est le seul outil efficace pour éloigner les jeunes tireurs. Les mortiers d'artifice ne sont pas utilisés seulement contre les policiers. Ce 1er mai 2021, ce sont des dealers de crack qui sont visés par des habitants en plein Paris, dans le 19e arrondissement. Le 6 mai 2021, une conseillère d'éducation prioritaire
est prise pour cible lors d'une manifestation devant un lycée à Montataire, dans l'Oise. Ce 12 septembre 2020, deux bandes rivales s'affrontent à quelques mètres d'un parc pour enfants dans le 19e arrondissement de Paris. Dans le parc. Dans le parc. Non mais sérieusement quoi. Ou encore dans les transports en commun. Ce 19 juillet 2020, des mineurs s'amusent à tirer des chandelles d'artifice dans une rame du RER au nord de Paris. Si les mortiers d'artifice sont tellement répandus, c'est qu'il est très facile de s'en procurer. Adil, l'étudiant de Montreuil, lui, se fournit sur Snapchat, un réseau social qui est devenu un vrai site de vente en ligne chez les jeunes. Et quand je vais dessus, t'as vu, là j'avais déjà parlé avec lui. Tu vois, lui c'est un bouc de Grigny. Ça veut dire là il m'a envoyé ce qu'il a disponible. Tu vois, là t'as mortier 8 coups dispo, mortier 5 coups, mortier 1 coup. Il y a tout. Un mortier 8 coups coûte en moyenne 25 €. Des produits interdits à la vente aux particuliers. C'est soit le gars il vient te livrer, ou soit tu vas chercher directement, tu vois, ça dépend. Si eux ils en ont plus, j'ai juste à demander dans ma story qui vend des mortiers, ça va m'envoyer des snaps, tu vois. C'est comme ça que ça se fait aujourd'hui. Mais il existe aussi une manière totalement légale de se procurer des mortiers d'artifice sur Internet. Si on souhaite faire un feu d'artifice dans son jardin, par exemple, on fait appel à une société comme celle-ci. Alors, on est sur le site internet d'un magasin de feux d'artifice français qui se trouve à Saint-Ouen, dans le Val d'Oise. Il est noté qu'il s'agit du numéro 1 français de vente en ligne de feux d'artifice avec des artificiers qui sont professionnels, donc certifiés. En tant que particulier, on peut donc se procurer différents types de mortiers ou de chandelles d'artifice. Des produits puissants, dangereux, dont la charge explosive est située juste en dessous du seuil réservé aux professionnels certifiés. J'ai donc créé un compte, j'ai le choix entre une livraison à domicile ou un retrait directement en magasin en click and collect. Seul impératif, présenter une pièce d'identité pour vérifier ma majorité. Le lendemain, ma commande est prête. Je me rends dans une zone industrielle, en périphérie de Saint-Ouen. Je présente mon permis de conduire à l'entrée du magasin pour justifier que je suis majeur. J'ai pas mon numéro de commande, j'ai juste ma pièce, mon permis de conduire. Je suis assez vieux. Merci. En tout cas, majeur pour pouvoir acheter. D'accord. J'arrive. Merci à vous. Au revoir. Au revoir, monsieur. Sur leur site internet, certains revendeurs n'hésitent pas à mettre en avant la puissance de ces produits dangereux pour appâter les particuliers. Guillaume Lecoq, l'artificier, qui nous avait présenté les mortiers, a déniché quelques slogans accrocheurs. Enfin des bombes que vous pouvez acheter. Enfin, la terminologie utilisée, elle est quand même très claire. Je suis assez atterré de voir ça, mais bon. Même s'ils sont autorisés à la vente, ces feux d'artifice ne devraient tout simplement pas être proposés sur Internet, selon lui. Là, vous pouvez être mineur, utiliser la carte d'identité de vos parents et envoyer ça, et je suis sûr que vous en récupérez. Donc on est dans une logique qui est, pour moi, est-ce que c'est la bonne logique de vente de ce type de produits qui sont des produits dangereux ? Il y a une question d'éthique là derrière, c'est-à-dire il y a d'autres sites qui existent de vente en ligne de produits d'artifice où vous ne trouverez pas ces produits-là. Parce qu'effectivement, le professionnel qui est derrière sait que ce produit-là, c'est un produit réservé aux professionnels. Aujourd'hui, détenir ou utiliser un mortier d'artifice illégal est puni d'une amende de 1 500 à 3 000 €. En cas de tir sur un policier, la peine maximale est de 3 ans de prison et 45 000 € d'amende. Des condamnations rarement appliquées dans les faits. La plupart des magistrats connaissent la pratique, le fonctionnement de ce type de délinquance-là et savent que ce n'est pas la lourdeur de la peine qui va protéger la société, protéger les policiers. Souvent, parce que c'est des très jeunes qui sont arrêtés, ils sont le plus souvent condamnés à des peines de sursis. Parce que si ces jeunes commettent ces infractions-là, c'est aussi parce qu'il y a un vrai déficit d'éducation, déficit d'encadrement. Ce n'est pas une solution que d'envoyer tout le monde en prison. La loi sécurité globale sanctionne plus durement les revendeurs illégaux et leurs clients.
C'est désormais considéré comme un délit, pouvant aller jusqu'à 6 mois de prison et 7 500 € d'amende. Il ne faut pas que ça devienne une habitude, il ne faut pas que ça devienne un jeu, et il ne faut pas que ça devienne une routine. C'est jamais trop tard, la loi est là pour ça. La loi entrera en vigueur le 1er juillet 2021. Trop chaud? Ventilez votre intérieur en regardant la météo avec le purificateur d'air Dyson. Et progressivement, l'anticyclone revient par l'ouest après ce vendredi très orageux. Regardez ce qui se passe sur la façade atlantique du côté de Arcachon. Un soleil bien présent, un ciel limpide. Et ces éclaircies gagnent du terrain également dans les terres sur une petite moitié ouest. À Paris, on a ce ciel variable, quand même une très belle luminosité, cette alternance de passages nuageux et d'éclaircies plus ou moins belles. Alors on va voir comment tout cela va évoluer dans ces prochaines heures. On voit déjà que aujourd'hui, sur cette animation satellite, on a un petit peu plus de passages nuageux près des côtes de la Manche et également du centre-est jusque sur les régions de l'Est. Encore un petit peu d'instabilité, localement quelques averses à caractère orageux possible. Et demain matin, on va retrouver à peu près ce même programme, à savoir des brouillards, de la brume, des nuages un petit peu plus nombreux le long de la Manche et toujours du centre jusqu'aux régions de l'Est. Ces nuages également plus nombreux porteurs d'averses partout ailleurs. La matinée sera très belle pour commencer cette semaine. Votre après-midi avec des éclaircies quand même qui vont gagner du terrain, qui vont devenir majoritaires. Alors on va conserver quand même cette instabilité sur une petite moitié est avec des averses orageuses essentiellement sur les reliefs et surtout sur les Alpes du Sud où là ces orages pourraient être forts accompagnés de grêles. Ils épargneront la frange littorale. On retrouvera là toujours de très belles éclaircies. Un coup d'œil à vos températures. Alors les valeurs en matinée restent très contrastées. On attend seulement 9 degrés à Aurillac au réveil. Il en fera 14 à Paris. Tout comme à Toulouse, 18 à Marseille et 19 degrés la valeur la plus élevée. Ce sera à Perpignan. Dans le courant de l'après-midi, les valeurs commencent déjà à remonter sur les régions du Nord, si bien qu'on attend jusqu'à 26 degrés. Dans la capitale, il fera 25 au Mans, à Bourges également, 24 à Lille. Un petit peu plus frais, entre guillemets, du côté de Brest et Cherbourg avec 20 degrés, 22 à Strasbourg, 22 à Biarritz et jusqu'à 30 degrés, ce sera à Marseille. Et puis cette semaine qui s'annonce sera quand même très agréable. Les éclaircies seront bien présentes. L'anticyclone nous protège. Quelques plaques de grisaille du Cotentin jusque sur l'extrême nord du pays. Toujours un peu d'instabilité dans l'Est. Les températures qui progressivement vont remonter. Regardez, mardi après-midi, 27 à Paris, 27 à Limoges, 29 à Bordeaux, jusqu'à 31 degrés à Marseille. Des valeurs véritablement estivales et toujours ce plein soleil qui nous accompagne. Alors on a toujours, par évolution diurne sur les reliefs, petite averse orageuse possible sur les reliefs de l'Est. Jeudi, le soleil se maintient, ce sera à peine plus encombré, un petit peu plus nuageux, en tout cas près de la Manche. Toujours une petite averse orageuse sur les reliefs Pyrénées et Alpes du Sud. Vendredi, une très belle journée également. Et on se dirige vers un week-end estival avec, regardez, des températures de 27 degrés de moyenne au nord, 29 au sud. Un très bon indice de confiance. Et ça va se maintenir pour la journée de dimanche. C'était la météo avec Dyson. Ventilez votre intérieur avec le purificateur d'air Dyson. Tout ce que Glastin peut faire pour votre véhicule. Plus de 70 centres en France. Rendez-vous sur glastin.com. Certains s'imaginent que les lunettes sont chères. Mais chez Général d'Optique, nous nous battons pour vous donner accès à des lunettes de qualité sans reste à charge. Et parce que votre santé visuelle est notre priorité, l'examen de votre vue est offert. Général d'Optique, la fin des lunettes chères. Dispositif médical.
Conduire devrait toujours faire cet effet-là. Nissan Juke, le crossover coupé équipé des technologies Nissan Connect. Découvrez les séries limitées Micra et Juke Enigma chez votre concessionnaire Nissan. Rendez-vous pendant les portes ouvertes du 11 au 13 juin. Il y a des moments dans la vie où on ne peut pas se passer de voiture. Mais pour 6 Français sur 10, ça coûte très cher d'en avoir une. Leclerc défend la mobilité pour tous. Louez une voiture dès 4 € par jour ou essayez l'électrique pour 5 € seulement. Leclerc. Allez, sois un homme. Attends, stop. C'est quoi être un homme? Je lui ai toujours dit qu'un homme doit être fort. Mais il y a fort et fort. On dit qu'un homme doit être grand. On dit qu'un vrai mec prend son courage à 2 mains. Et certains disent qu'on ne changera jamais. Vous pensiez vraiment que j'étais comme ça? Et si être un homme, c'était être prêt à porter le progrès? Un t-shirt bio à la fois, un jean recyclé à la fois. Men in Progress, Jules. Dès qu'on l'a vu, ça a été le coup de foudre. Hein. Mais il va falloir qu'on aille voir avec la banque pour le crédit auto. Bah non, on va aller à la Matmut. Mais oui. À la Matmut, ils proposent un super crédit auto. Avec ou sans apport, pas de frais de gestion, on peut changer les mensualités et même les suspendre en cas d'imprévu. Jusqu'au 15 juillet, profitez d'un taux exceptionnel sur le crédit auto Matmut de 0,95%. Voir conditions détaillées de l'offre sur matmut.fr et en agence. Matmut, ma valeur sûre. Avec l'appli Ada, une voiture tout près de chez moi et on roule juste toi et moi. Avec l'appli Ada, mon smartphone devient la clé et ma famille est en sécurité. Avec l'appli Ada, je loue sans contact et sans agence. De jour comme de nuit. Téléchargez l'appli Ada, louez et partez en toute sécurité. Ada, ça roule pour moi. Découvrez le nouveau Citroën C3 Aircross pendant les portes ouvertes du 11 au 14 juin. Economically sexy. Nouvelle Fiat Cross. À partir de 16 290 € sans condition, garantie 10 ans et crédit 1,9%. Il suffisait d'y penser. Fiat. Autohéros, achetez votre voiture d'occasion facilement en ligne. Découvrez une sélection de voitures garanties. Parcourez l'offre en détail et visitez l'intérieur comme si vous y étiez. Convaincu? Vous commandez. Autohéros livre gratuitement. Et vous êtes couvert avec le retour sans frais sous 14 jours. Autohéros, achetez votre voiture facilement en ligne. Qu'est-ce qui fait tourner l'économie? C'est vous. Vous qui des 4 coins de France remuez ciel et terre chaque jour. Depuis votre bureau, votre tracteur, votre cuisine, votre commerce, votre labo. Pour que l'économie locale redémarre celle d'un pays tout entier. Alors on ne sera peut-être jamais aussi formidable que vous qui faites vivre l'économie. Mais au Crédit Agricole, aujourd'hui plus que jamais, c'est notre devoir de vous aider à la relancer. Ah là là, j'hésite. Donc les deux sont à moins 40%, c'est ça? Même celle-là? Avec l'offre unique, vous avez moins 40% sur la monture et les verres de votre première paire, quelle que soit la marque. Et on vous offre également une deuxième paire. Pareil, à votre vue et toutes marques confondues. Bah c'est génial ça. Je repasse dans 3 mois, le temps de reprendre rendez-vous chez l'ophtalmo pour renouveler mes lunettes. Pas du tout. Venez avec moi, on va faire l'examen de vue ici. Ok. Chérie. J'ai l'impression que ce serait bien que tu fasses un petit examen de vue toi aussi. L'offre unique d'Optical Center. La première paire à moins 40% et la seconde à votre vue. Offerte, quelle que soit la marque. Je veux les mêmes. Optical Center, optique et audition. Dispositif médical. Merci d'être avec nous sur BFM TV. Il est bientôt 15 h à la une de l'actualité, à 3 jours d'une nouvelle
nouvelle phase du déconfinement. Olivier Véran était l'invité de BFM Politique. Le ministre de la Santé a indiqué que la situation sanitaire s'améliorait, mais le masque en extérieur restera obligatoire au moins tout le mois de juin. On en parlera dans un instant avec Alexis Cuvillier. Moins de restrictions également chez nos voisins espagnols. Dès demain, le pays recevra de nouveau des touristes du monde entier, oui, mais à condition d'être vaccinés. Les détails à Barcelone dans ce journal de notre correspondante Aurélie Chameroy. C'est un petit parti, ce n'est pas grand-chose. Il n'a pas de grande personnalité, pas de grands projets. La charge de Bruno Le Maire contre le Rassemblement national. Marine Le Pen lui a répondu, mais elle voit surtout d'un mauvais œil une éventuelle candidature d'Éric Zemmour. Les précisions à suivre d'Anne-Sora Dubois. Et puis aux États-Unis, Donald Trump se tournerait-il déjà vers la prochaine présidentielle 2024, une année que j'attends avec impatience, a-t-il déclaré lors de son premier discours télévisé depuis des mois. Les précisions à suivre de notre correspondante Pauline Simonet. Olivier Véran était donc l'invité de BFM Politique à la mi-journée. À 3 jours d'une nouvelle phase du déconfinement, le ministre de la Santé a indiqué que la situation sanitaire s'améliorait et il a évoqué le port du masque en extérieur. Écoutez. Le port du masque en extérieur, il correspond à plusieurs situations avec des niveaux de risque différents. Et chacun peut comprendre que si je suis tout seul sur une plage, le masque ne va pas protéger les gens autour de moi puisqu'il n'y a personne autour de moi. Et au fond, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on porte le masque à l'extérieur, c'est davantage pour protéger les autres au cas où on serait nous-mêmes contaminés que pour se protéger soi-même. Donc vous avez des situations des grands espaces. Vous avez les situations où vous n'êtes pas forcément en bord de mer, mais vous êtes dans des parcs, dans des jardins ou dans des rues où vous allez croiser très peu de personnes. Ça, c'est un deuxième niveau de risque qui est un risque assez faible. Et vous avez un troisième niveau de risque qui est plus élevé, qui est je suis dans une petite ruelle où je fais la queue devant un commerce, où je suis amené à rentrer dans un commerce, à en sortir, etc., où le port du masque doit pouvoir rester un peu plus longtemps la règle. Ce qui est sûr, c'est que jusqu'à la fin du mois de juin, au cours du mois de juin, on ne se pose pas la question de relâcher au niveau national le port du masque à l'extérieur. Ce qui est sûr aussi, c'est qu'on ne demandera pas aux Français de porter le masque à l'extérieur un jour de plus que ce qui sera nécessaire. Et donc, on continue d'enregistrer une baisse de la circulation du virus, mais on se reposera la question pour l'été. Et les Français auront évidemment les réponses à leurs questions. Alexis Cuvillier du service santé BFM TV est avec nous. On le voit dans certains parcs. Parfois, on a nous-mêmes la tentation de le faire, de baisser le masque quand il n'y a personne autour. Et là, le ministre de la Santé le dit. En tout cas, ce ne sera pas pour le mois de juin du tout. Oui, c'est ça. En tout cas, pas immédiatement. Il dit pas au cours du mois de juin, même s'il laisse, c'est vrai, la porte ouverte à ce que cette obligation du port du masque soit levée peut-être dans les semaines qui suivront, peut-être cet été. Il dit quelques secondes plus tard sur le plateau de Jean-Baptiste Boursier qu'il pourrait y avoir des règles différenciées qui s'appuieraient sur les recommandations par exemple des autorités sanitaires ou sur les exemples de ce qu'on observe à l'étranger. Il dit qu'on en saura plus, les Français en sauront plus d'ici le début des grandes vacances. Ce qui est vrai, c'est que cette règle un peu trop uniforme de l'obligation du port du masque sur le territoire, elle a été contestée, remise en cause dans certaines régions. Un corpus de différentes études internationales estime que le risque de contamination extérieure est relativement faible. Les contaminations, elles représenteraient entre 0,5 jusqu'à 5% maximum de l'ensemble des cas, même si il faut faire attention sur ces études parce qu'on ne sait pas toujours quand est-ce qu'on a été contaminé lorsqu'on se déclare malade du virus. Les spécialistes alertaient aussi en disant que si on levait trop vite cette obligation du port du masque en extérieur, il y avait peut-être le risque que les comportements se relâchent, qu'on puisse oublier aussi de mettre le masque par exemple lorsqu'on est en terrasse ou lorsque l'on rentre dans un magasin. Il faut donc maintenir cette vigilance. C'était le sens des propos d'Olivier Véran tout à l'heure. Alexis, le ministre de la Santé a aussi évoqué le variant indien qu'on appelle désormais variant Delta. Oui, menace relative de ce variant Delta dans le sud-ouest avec notamment son identification dans le département des Landes. Olivier Véran a rappelé le travail d'enquête très approfondi des équipes pour remonter les chaînes de contamination dans ce département. Le directeur de l'ARS de Nouvelle-Aquitaine, qui était notre invité hier, nous a rappelé les chiffres. Il y a une 50aine de cas qui ont été identifiés, une 50aine de cas du variant Delta, autour d'une 15aine de foyers
épidémique. Pour autant, si l'on en croit le gouvernement, il n'y a pas lieu de paniquer. Le nombre de contaminations faible du Covid au niveau national, environ 8000 cas par jour, permet à l'assurance maladie de mener cette activité, de remonter en fait les chaînes de contamination et d'avoir cette capacité de traçage assez importante. L'incidence régionale en Nouvelle-Aquitaine, elle reste inférieure au taux national, elle est de 67. Aujourd'hui, le taux d'incidence au niveau national, il est de 84. Même si les hausses des incidences dans les Pyrénées-Atlantiques et dans les Landes ont interpellé les autorités sanitaires, est-ce qu'il y a le risque de ces fêtes clandestines? On en a un petit peu parlé, de clusters en milieu scolaire. Le ministre de la Santé a employé l'expression de carte postale du virus, qui se rappelle au bon souvenir de ceux qui seraient tentés de relâcher trop vite la vigilance, notamment ceux qui sont primo-vaccinés. Beaucoup de médecins parlent de ce syndrome du vacciné, comme on l'a appelé, alors qu'il faut bien rappeler qu'on est pleinement protégé environ 15 jours après la deuxième dose de vaccin. La vaccination, on en parlera dans quelques instants avec notre invité Elias Orphelin. Bonjour, contributeur Covid Tracker. Mais avant cela, vous le savez peut-être, il ne nous reste plus que 3 jours, puisque c'est mercredi que nous lèverons la 3e étape de déconfinement. Nous allons encore un peu plus retrouver nos libertés et beaucoup se préparent à cette phase importante. Clément Gauvin, Antoine Delcourt avec François Luce. Mercredi, fini le couvre-feu à 21h. 2 heures de gagné et un sentiment de liberté retrouvé. Sortir, il fait beau, sortir, se balader, rentrer tranquillement, sans contrainte, sans rien, tranquille, sortir. C'est une très bonne nouvelle et je vais pouvoir aller faire mon jogging le soir à la fraîche. Moins de contraintes aussi pour les restaurateurs, avec la fin de la jauge pour les terrasses et la possibilité d'accueillir de nouveaux clients en intérieur, avec une jauge de 6 par table maximum. Il y a beaucoup de demandes, en fait, on attend un petit peu, on fait face aux réservations qui étaient déjà sur Internet, il y en avait beaucoup. On ne rattrapera jamais le retard de nos fermetures, malheureusement, mais en tout cas, on va essayer de travailler sereinement et dans la joie et la bonne humeur. De la joie, les amateurs de sport en auront sûrement, avec la réouverture des piscines et des salles, avec une jauge limitée et un protocole sanitaire strict après 9 mois de fermeture. En premier lieu, il y a la jauge à 50%. On a donc la capacité de la salle est divisée par 2. Ensuite, là, on a fait passer depuis 3 semaines vraiment toutes les équipes de maintenance, en particulier sur tous les circuits d'aération, de climatisation, etc., pour assurer une qualité de l'air vraiment parfaite. Et puis évidemment, le gel hydroalcoolique, les masques en dehors de la pratique sportive. Voilà, tout est mis en place pour que la pratique puisse se réaliser en toute sécurité. Autre allègement, les lieux de culture et enceintes sportives pourront accueillir jusqu'à 5000 visiteurs. Bonjour Elias Orphelin, merci d'être avec nous. Vous êtes contributeur de Covid Tracker, site qu'on ne présente plus désormais, qui, on le rappelle, permet de suivre l'évolution du coronavirus. Vous animez le site avec Guillaume Rosier. Alors sur BFM TV, nous affichons désormais en bas de l'écran sur la droite le nombre total de vaccinations complètes en France et non plus le nombre de deuxième doses. Pourquoi c'est important de faire la nuance ? En fait, pour avoir ce qu'on appelle un statut vaccinal complet, il y a différentes manières d'y arriver. La manière qu'on connaît la plus simple, c'est d'être injecté une première dose de vaccin et puis 1 mois, 6 semaines après, la deuxième dose. Et c'est pour ça qu'on a souvent parlé pendant longtemps de ces fameuses 2 doses, de ces 2 injections. Mais en fait, aujourd'hui, il y a d'autres manières de finir son schéma vaccinal. Par exemple, on peut avoir été infecté par le coronavirus et avoir seulement une injection de vaccin plus de 3 mois après. On peut aussi avoir des vaccins, c'est le cas du vaccin Janssen, qui ne se font qu'avec une seule injection. Et donc on voit qu'en fait, ce n'est pas pareil d'être complètement vacciné et d'avoir reçu 2 doses de vaccin. Et donc il y a vraiment cet indicateur qui est les vaccinations complètes qu'on utilise désormais et qui est davantage mis en avant par les autorités. Vaccination complète, c'est donc le terme qu'on utilisera désormais. Pour un petit peu de benchmark en bon français, où se situe la France par rapport aux autres pays les plus avancés dans le monde en termes de vaccination complète? Alors déjà, ce qu'on remarque, c'est que la France, elle va à peu près au même rythme que ses voisins européens. On sait que les injections de vaccins, elles dépendent des livraisons. Or, les pays européens ont reçu des doses en quantité similaire. Et donc, par rapport à nos voisins, parfois on est un petit peu au-dessus, parfois un petit peu en dessous, mais généralement ça s'équilibre au fur et à mesure des semaines. Ce qui est assez intéressant, c'est que des pays qui ont commencé très fort la vaccination, par exemple le Royaume-Uni, les États-Unis, Israël, ils commencent à arriver à un plateau parce que
tout le monde dans la population ne veut pas se faire vacciner. Donc quand on a commencé à dépasser 50, 60, 70% de vaccination, eh ben, la courbe se met à stagner. Pour l'instant, en France, ça continue d'augmenter. Vous le voyez sur le graphique qui est à l'écran. En bleu foncé, ce sont ces fameuses vaccinations complètes. Et puis en bleu plus clair, ce sont les personnes qui sont partiellement vaccinées, qui n'ont reçu qu'une dose de vaccin, par exemple. On voit que ces courbes continuent à augmenter, avec d'une part les primo-injections qui augmentent. Donc il y a de plus en plus de personnes qui commencent leur schéma vaccinal. Et puis de plus en plus de personnes qui sont complètement vaccinées. Aujourd'hui, il y a un quart des adultes en France qui ont leur schéma vaccinal complet. Bravo pour toutes vos courbes, vos schémas, c'est vraiment très clair. Si vous ne connaissez pas ce site, un Covid Tracker, allez-y parce que c'est vraiment très bien expliqué, très détaillé et ça vaut le détour. Mercredi, on le disait, ce sera donc une nouvelle étape, une nouvelle phase du confinement, du déconfinement, la 3e. Est-ce qu'on peut se dire qu'on est bien sur la bonne voie avec ce virus ou est-ce qu'il y a encore des signaux qui restent alarmants ? Aujourd'hui, sur la majorité des indicateurs, même sur la totalité des indicateurs, on a une tendance qui est baissière, à un niveau stable depuis 2 mois, autour de moins 20% par semaine à peu près. Vous le voyez là, c'est les cas positifs à gauche, donc les tests PCR, et puis à droite, c'est la saturation des services de réanimation. On voit que depuis bientôt 2 mois, ces indicateurs ils sont en baisse constante, autour de moins 20% par semaine. Alors, on a, vous voyez sur la courbe de gauche, sur le graphique précédent, c'est un peu difficile à lire ces derniers jours. Vous voyez qu'il y a pas mal de fluctuations. On a l'impression que ça se ralentit, etc. En fait, il faut prendre en compte le fait que pendant le mois de mai, on a eu beaucoup de jours fériés. Et donc, en fait, les jours fériés, on teste moins, les gens vont moins au laboratoire. Et puis, les laboratoires qui font des tests vont moins remonter leurs tests. Et donc, du coup, on a un phénomène qui fait que les jours fériés, on a une sous-évaluation du nombre de cas. Et donc, du coup, là, maintenant qu'on n'a plus de jours fériés, on a eu un peu cette correction, on est remonté à un niveau un petit peu plus élevé. Et en fait, si on regarde la courbe, on a l'impression que ça baisse un petit peu moins, mais en fait, la baisse, elle est toujours aussi conséquente, entre 20 et 25% par semaine. Et puis, le plus important, c'est que ça se répercute sur les hôpitaux. C'est vraiment un des enjeux principaux, c'est qu'il y ait de moins en moins de personnes dans les services de réanimation, dans les hôpitaux. Et là, on voit que la baisse, elle continue. Sur le graphique de droite, il y a cette petite ligne verte qui est l'objectif de novembre-décembre du 2e déconfinement qui n'avait pas été atteint à l'époque, mais là, ça y est, on l'a atteint. Les 3000 personnes en service de soins Exactement. intensifs. Il y en a 2500 aujourd'hui, des personnes en soins intensifs en France pour Covid, et ça continue de baisser, et puis on espère que ça va continuer le plus longtemps possible. Quels sont les autres indicateurs qu'il faut scruter de près, comme ça, pour être sûr qu'on tienne ce cap de la réaction? Peut-être le fameux R, le taux de reproduction du virus, c'est important aussi de le regarder. Exactement. Aujourd'hui, une personne, en moyenne, elle contamine 0,8 personnes. Donc ça veut dire que si moi, demain, j'attrape le coronavirus et qu'il y a 9 autres personnes qui font ça, et à nous 10, on va contaminer 8 personnes. Donc comme il y a moins de personnes nouvellement contaminées que de personnes qui étaient contaminées, l'épidémie régresse. Et pour l'instant, ce taux de reproduction, il reste bien inférieur à 1. Un autre indicateur qui va être très important, je ne sais pas si vous pouvez revenir sur un des graphiques précédents où on voyait par tranche d'âge la vaccination. Alors, on va le revoir. Super. On y va, on va le retrouver. Voilà. En fait, ici, vous voyez les différentes catégories d'âge et le statut vaccinal des personnes. Ce qui est très intéressant, c'est que chez les personnes de plus de 75 ans, on a vacciné à peu près toutes les personnes qui voulaient l'être. Vous voyez qu'il y a plus de 80% des personnes qui ont commencé leur vaccination. Il y a même 70% qui ont définitivement terminé, qui ont eu leur deux doses de vaccin, etc. Et en fait, chez les 50-74 ans, on voit que pour l'instant, les vaccinations complètes, on est à des bons niveaux, mais pas énormes. Mais que par contre, sur le début de ce schéma vaccinal, c'est assez important. Chez les 65-74 ans, il y a 80% des gens qui ont commencé leur cycle vaccinal et 65% chez les personnes qui ont entre 50 et 64 ans. Donc, en fait, petit à petit, les barres bleu clair vont de moins en moins avancer jusqu'à atteindre le niveau des personnes qui veulent se faire vacciner. Et puis, ces personnes-là auront la protection complète lorsque les barres bleues plus foncées rejoindront les barres bleu clair. Les personnes âgées qui ont été vaccinées en priorité aussi. Exactement. Et donc, pour l'instant, qui sont bien immunisées. Merci beaucoup, Elias Orphelin, d'avoir été avec nous sur le plateau de BFM TV cet après-midi, donc pour toutes ces explications. C'est une des destinations préférées des Français durant l'été, l'Espagne. Et à partir de demain, toutes les personnes vaccinées n'auront plus besoin de tests PCR pour entrer dans le pays. Les précisions d'Aurélie Chameroy, notre correspondante à Barcelone.
Une mesure forte pour envoyer un message fort au tourisme international. Le gouvernement espagnol et le secteur touristique pensent que l'Espagne peut faire une belle saison estivale, notamment parce que les Européens ne feront pas encore de grands voyages cet été et qu'ils vont certainement privilégier l'Europe du Sud. L'Espagne veut être en tête de ces pays de l'Europe du Sud cet été pour faire redécoller rapidement son tourisme qui pèse 15% de sa richesse nationale. Alors le secteur touristique, lui, est déjà prêt. C'est le secteur qui embauche le plus depuis ces 3 dernières semaines. Un hôtelier que j'ai rencontré ce matin m'expliquait qu'il avait réincorporé cette semaine pratiquement tout son personnel qui était en chômage partiel et qu'il envisageait prochainement d'embaucher des saisonniers. Alors si les professionnels du tourisme sont ravis, les habitants un peu moins, notamment ici à Barcelone. La pandémie avait stoppé net le tourisme de masse, mais comme on le voit déjà depuis à peu près 1 mois avec la fin de l'état d'urgence, le tourisme revient progressivement dans la capitale catalane qui n'a rien perdu de son attrait et qui fera très certainement le plein cet été. L'actualité politique à présent avec cette violente charge de Bruno Le Maire contre le RN chez nos confrères d'Europe 1 pour le ministre de l'économie. Placer le Rassemblement national au centre des débats est une erreur. On l'écoute. La montée du Front national, pour moi, elle s'explique très largement par les difficultés qu'ont rencontrées les Français. C'est un symptôme, le Front national. Ça n'est certainement pas une solution. On rend service au Front national, on le diabolise. Vous ne voulez pas répondre? Le Front national, ça n'est pas grand-chose. Ça n'est pas grand-chose? Non, ça n'est pas grand-chose. Ça n'est pas un grand parti, ça n'est pas des grandes personnalités, ça n'est pas un grand projet pour le pays, et ça n'est aucune des solutions dont la nation française a besoin. Le Rassemblement national, un symptôme, pas un grand parti. Anne-Sophie Dubois du service politique BFM TV. Pourquoi Bruno Le Maire déclare-t-il cela de cette manière? Mais c'est un peu comme Gérald Darmanin qui qualifiait Marine Le Pen de molle. L'idée, c'est d'affaiblir, de minimiser la portée, la puissance du Rassemblement national en France. Il faut quand même dire que c'est une stratégie qui divise dans les rangs de la majorité. Certains considèrent au contraire que c'est une erreur de qualifier le Rassemblement national ainsi, que ça en diminue le danger aux yeux de l'opinion. En un mot, que ça fait le jeu du Rassemblement national et de sa dédiabolisation. Très longtemps d'ailleurs, l'écrasante majorité de l'entourage d'Emmanuel Macron a au contraire présenté Marine Le Pen comme une adversaire redoutable contre laquelle il fallait faire barrage en vue de 2017. Donc c'est une stratégie un peu fluctuante. En tout cas, entre-temps, Marine Le Pen a répondu à Bruno Le Maire en utilisant sa meilleure arme, c'est-à-dire celle des régionales à venir. Voilà ce qu'elle déclare. La République en marche enregistrera les pires résultats de l'histoire des élections régionales pour un parti au pouvoir. Nous, dans les études d'opinion, nous sommes premiers ou seconds dans toutes les régions, ce qui prouve que nous sommes un grand mouvement populaire, contrairement aux accusations du ministre de l'économie. En clair, pour Marine Le Pen, pour les régionales, quoi qu'en dise Bruno Le Maire, il n'y a pas de nuages à l'horizon. Alors Marine Le Pen a un autre problème, il s'appelle Éric Zemmour. Et oui, parce que d'une élection à l'autre, effectivement, la météo change un peu. Donc pour les régionales, pas de nuages. Pourtant, après les régionales, eh bien, on va rentrer dans la campagne pour l'élection présidentielle, interrogée sur la possibilité d'un troisième homme ou d'une troisième femme. La présidente du Rassemblement national a glissé sur le cas d'Éric Zemmour, interrogé sur une possible candidature de l'éditorialiste. Écoutez sa réponse. Je suis profondément attaché à la démocratie. Tous ceux qui veulent se présenter avec les conditions qui sont posées par la Constitution doivent pouvoir le faire. Est-ce que vous y croyez? En tout cas, ça ne me pose, encore une fois, qu'une interrogation. C'est quel est l'intérêt de cette candidature? Objectivement, c'est une candidature qui peut aider, en réalité, Emmanuel Macron à arriver en tête aux élections présidentielles, ce que les sondages ne lui accordent pas pour l'instant. Donc vous lui dites... Éric Zemmour, vous êtes un éditorialiste et un écrivain respecté et écouté. N'affaiblissez pas, même un tant soit peu, n'affaiblissez pas le camp national auquel je sais vous êtes attaché. Et voilà, donc ce qu'on peut en déduire de cette phrase de Marine Le Pen, c'est d'abord que Marine Le Pen et Éric Zemmour se sont vus, que la présidente du Rassemblement national prend au sérieux cette possible candidature d'Éric Zemmour à la présidentielle et l'influence aussi que cette candidature pourrait avoir sur la sienne. Tout est dans ce mot affaiblir, cette candidature qui pourrait donc affaiblir, dit-elle, le camp national auquel il est attaché. On est dans la stratégie inverse de celle de Bruno Le Maire, qui d'ailleurs ne marche pas vraiment mieux, le présenter comme un adversaire sérieux. Est-ce que c'est la bonne stratégie? Ça montre aussi sa puissance. Donc on a clairement deux options. Présenter un compétiteur comme inoffensif pour l'affaiblir ou présenter un compétiteur comme dangereux, quitte à le présenter comme influent. Visiblement, ni La République En Marche, ni Marine Le Pen n'ont, à ce stade, choisi encore leur stratégie.
L'actualité à l'étranger à présent, le nord du Burkina Faso a été frappé dans la nuit de vendredi à samedi par 2 attaques dont l'une a fait au moins 138 morts, dont 7 enfants. C'est l'attaque la plus meurtrière au Burkina depuis 2015. Hilal El Aflahi. C'est dans cette zone située à la frontière avec le Niger que s'est déroulé le drame. Dans la nuit de vendredi à samedi, des individus armés mènent une incursion à Solane, dans la province du Yaga. Au moins 138 civils sont tués. Il s'agit de l'attaque terroriste la plus meurtrière au Burkina Faso depuis 2015. La télévision publique relaie la réaction du gouvernement. Face à cette tragédie des forces obscures, un deuil national de 72 heures allant ce samedi 5 juin à 0 heure au lundi 7 juin à 24 heures est décrété. Le gouvernement s'incline devant la mémoire des victimes et souhaite prompt rétablissement aux blessés. À Ouagadougou, la capitale, les Burkinabés sont bouleversés par ce nouvel attentat qui cible des civils. Ça te donne la sueur froide. Tu sais pas, ça peut être toi comme ça peut être quelqu'un de ta famille. Mais j'espère qu'eux aussi se préparent aussi pour voir ce qu'ils peuvent faire pour que ce genre de choses n'arrivent plus au Burkina Faso. Depuis le 5 mai, le Burkina Faso fait face à une recrudescence d'attaques djihadistes, 4 en l'espace d'une semaine. Et les interrogations sur la capacité du pays et du système de défense et de sécurité à endiguer l'insurrection terroriste est de plus en plus forte. Pour enrayer cette spirale de violence, les forces de sécurité ont lancé une opération d'envergure dans les régions du Nord et du Sahel, où plus de 1400 personnes ont perdu la vie depuis 2015. Aux États-Unis, Donald Trump a donné hier son tout premier discours télévisé depuis des mois. C'était lors de la convention du Parti républicain de Caroline du Nord. L'ancien président américain entretient le suspense sur une nouvelle candidature en 2024. Année que j'attends avec impatience, a-t-il déclaré. Les précisions de Pauline Simonet, notre correspondante à Washington. Donald Trump est de retour sur la scène politique, de retour en campagne électorale, mais on avait un peu l'impression d'entendre un disque rayé. Plus de 6 mois après la présidentielle, l'ancien président a entonné sa rengaine habituelle. L'élection a été truquée et c'est lui, en fait, qui serait le vrai vainqueur, a-t-il lancé, avant de promettre de se battre aux côtés des Républicains pour les législatives de 2022. Il fera tout pour récupérer ce pays, dit-il, qui n'a jamais été aussi mal géré. Et pour la présidentielle de 2024, eh bien là, il faudra encore un peu patienter. Pas d'annonce officielle, mais l'ancien président caresse de plus en plus clairement l'idée d'être candidat. Ce sera une année très très importante pour moi, a lancé Donald Trump. Vêtu de son habituel costume bleu et de sa cravate rouge, il a beaucoup parlé de lui avant de s'attaquer au gouvernement Biden, qualifié de socialiste, d'extrême gauche, qui veut augmenter les impôts et qui laisserait des hordes de migrants illégaux et criminels déferler sur le territoire américain. Banni des réseaux sociaux, suspendu de Facebook pour 2 ans. Donald Trump dénonce la censure dont il serait victime et il promet d'enchaîner les meetings géants de campagne pour faire renaître, dit-il, l'Amérique de ses cendres. Allez, on parle sport à présent avec du foot. RMC Sport confirme les informations de la presse italienne, néerlandaise et catalane qui s'accordent à dire que le transfert de Jorginho Wijnaldum au Paris Saint-Germain n'est plus qu'une question d'heure. Désormais, le milieu de terrain hollandais de Liverpool sera bientôt un joueur parisien. Il va signer un contrat de 3 ans. 15h21, restez avec nous. Dans un instant, nous reviendrons sur le déconfinement qui commence mercredi. Cette déclaration du ministre de la Santé, Olivier Véran, dans BFM Politique. Le port du masque restera toutefois obligatoire à l'extérieur durant tout le mois de juin. On fait le point dans notre journal de 15h30. À tout de suite.